Bonjour à tous, les amis. Comme toujours, nous sommes dans les bureaux de la société Aeronova et aujourd'hui, nous avons une conversation avec le fondateur et l'initiateur de la plateforme de crowd-investing Solar Group et le fondateur de projets tels que Moteur de Dvigunov, dirigeable de nouvelle génération et ce ne sont de loin pas tes seuls projets. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler précisément de cela. Sergueï, bonjour, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. La matinée ne commence pas avec un café, mais avec un podcast. Oui, tout à fait. Commençons peut-être par là. Raconte-nous un peu ton parcours. Comment t'est venue l'idée de créer une plateforme d'investissement comme Solar Group? Comment tout a commencé? Eh bien, alors, si on parle de Solar Group, de son idée. On peut véritablement dire que l'idée de rassembler des personnes pour investir dans de très grands projets importants est née il y a très, très longtemps. On pourrait même dire dès l'aube de l'enfance de l'humanité, de l'histoire même. Tu te souviens, quand on était petit, il y avait beaucoup de discussions sur le fait que de grandes entreprises distribuaient des choses aux gens, et ainsi de suite. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti ce qu'on appelle le FOMO. Mais comment ça se fait? Je ne vis pas à l'époque où de grandes entreprises sont fondées, dont je pourrais au moins être un actionnaire minoritaire ou propriétaire. Mais cette époque est révolue, et c'est peut-être là qu'est venue la première idée. Ensuite, j'ai tout observé. J'ai vu plein d'histoires de grandes entreprises à succès dont je n'avais encore une fois jamais entendu parler lors de leur création et auxquelles je n'ai jamais participé. Et bien sûr, tout le monde est attiré par la vie d'actionnaire, la vie de rentier, quand tu vis non seulement de tes propres moyens, pas de l'argent que tu as gagné, mais grâce à l'argent que tu as investi. Et tu touches des dividendes grâce à l'activité d'une grande entreprise sérieuse et prospère. Donc cette idée m'est venue il y a déjà pas mal de temps, mais il n'y avait pas d'outil pour ça. Et justement, l'idée, ou plutôt le problème, c'était que l'investisseur ordinaire, c'est quelqu'un qui dispose d'une somme d'argent assez conséquente, d'un capital important. Moi, tout mon entourage, et en fait, il me semblait que la majorité des gens, ce sont des personnes ordinaires qui ne possèdent pas de gros capitaux. De tels gens n'intéressent pas les entreprises du point de vue des investisseurs, donc personne ne leur proposait de le devenir. Et auparavant, réunir, disons, 1 million de personnes ou 100 000 personnes, leurs petits capitaux, et former un grand capital, sans Internet, sans les technologies modernes, c'était impossible. Et donc, à la croisée de ce désir de faire partie de quelque chose de grand. Dans un contexte où ces outils sont apparus, l'idée est venue. Et si on réunissait des gens ordinaires, mais en grand nombre avec de petites sommes? Parce que si une entreprise a besoin d'1 million de dollars, ce million peut venir d'un seul investisseur ou de 10 investisseurs à 100 000 dollars chacun. Mais que faire donc si une personne n'a qu'1 millier de dollars seulement? Autrement dit, ces personnes étaient complètement exclues de la vie d'investissement financière. Personne n'imaginait, en gagnant 100 000 roubles, devenir investisseur. Dans un projet important. Oui, ça pouvait être un petit café, un garage de réparation de pneus ou autre chose de modeste. Mais devenir investisseur dans une grande organisation avec une somme pratiquement impossible. Ce million de dollars peut être réuni auprès de 1000 personnes à 1000 dollars chacune. La question est d'organiser cette infrastructure. Cela reste une activité opérationnelle importante, impliquant information, présentation, gestion, interaction avec les gens, rapport. En conséquence, avec les technologies modernes et Internet, il est tout simplement physiquement possible de le faire, alors qu'avant, c'était physiquement impossible. Et en l'année 2013, nous avons effectivement commencé à diffuser largement et à tester minutieusement cette idée novatrice pour la toute première fois, et les gens ont très positivement répondu à cette initiative. C'est-à-dire que les gens ont dit que c'était intéressant. Personne ne leur avait jamais proposé d'acheter, pour une petite somme, une part dans une grande entreprise potentiellement rentable qui pourrait améliorer leur vie à l'avenir. C'était la fin de l'année 2013. À ce moment-là,
nous avons commencé à financer un grand et important projet. Nous avons été les tout premiers en Russie à formaliser le terme précis de crowdinvesting et à le mettre véritablement en pratique. À l'époque, je faisais cela pour une entreprise en particulier. Et après un certain temps, j'ai compris qu'il fallait créer une plateforme sur laquelle n'importe qui pourrait s'inscrire, du point de vue de l'entreprise qui cherche à attirer des investissements et où le public pourrait évaluer. Oui, non, je veux investir ici ou là-bas. À l'époque, les plateformes de crowdfunding étaient populaires, c'est-à-dire quand les gens faisaient des dons. C'est-à-dire que les gens échangeaient soit contre un produit, soit contre une forme de reconnaissance ou autre chose, mais ils ne devenaient pas copropriétaires de l'entreprise. Un peu comme Kickstarter. Oui, il y avait des plateformes en Russie. Il y en a d'ailleurs toujours. Mais l'idée, c'était d'investir non pas pour faire un don en échange d'un produit, mais pour devenir copropriétaire, pour le potentiel de profit, même s'il n'est pas garanti. Parce que dans n'importe quel business, il y a toujours un risque, mais là au moins il y avait une chance. Alors que dans l'autre cas, on te disait d'emblée « Non, tu recevras juste le produit ». L'une des histoires les plus marquantes et célèbres, c'est celle d'Oculus. Je pense que tout le monde la connaît. Pour le premier prototype, je ne me souviens plus du nom du fondateur de cette entreprise. En gros, ils ont récolté de l'argent via des dons sur une plateforme de crowdfunding et les gens ont participé. Le ticket moyen était de 3 cents ou 5 cents dollars. Et en échange, l'organisateur leur promettait ses lunettes Oculus. Ensuite, après avoir fait ça, Facebook les a rachetés avec un bénéfice multiplié par 1000. Ils ont fabriqué ces lunettes, les ont distribuées pour 300 dollars, mais s'ils avaient investi à ce moment-là, ils auraient eu 300 000 dollars chacun. C'est un exemple de la différence entre le crowdfunding, où tu reçois le produit que tu as soutenu par un don, et le fait de recevoir une part dans l'entreprise qui, en cas de succès, explose. Ce qui est bien plus intéressant. Oui, bien sûr. La question, c'est de savoir si c'est aussi plus intéressant pour l'organisateur, pour le projet lui-même. On peut faire comme ci ou comme ça. Ce sont simplement des offres différentes. Du coup, on a créé la première entreprise en 2013 et on a lancé Activim à la toute fin, en 2014. Ensuite, il y avait une plateforme où l'on regardait quelles personnes publiaient, quels projets, etc. Nous avons reçu environ 1500 candidatures, parmi lesquelles une centaine d'entreprises ont été sélectionnées, et il s'agissait justement de petites entreprises. Et parmi elles, toutes n'ont pas obtenu de financement. Seulement environ 38 entreprises ont été financées au total. C'étaient des petites entreprises très diverses et variées. Certains ouvraient un café, d'autres achetaient un étage entier dans un immeuble neuf. Certains vendaient des noix et avaient besoin d'équipements spécifiques. Donc c'était différents petits business avec des budgets de 3, 5 ou 10 millions de roubles, ce qui représentait des sommes considérables. Mais en même temps, on comprenait toujours qu'il y avait réellement des pépites qui passaient parfois même, mais elles avaient besoin d'un montant énorme d'1 milliard, voire même de 10 milliards de dollars. Et pour cela, il faut une toute autre base avec laquelle travailler, des gens capables de soutenir de tels projets. C'est pourquoi l'idée même de rassembler les gens est née en 2013, et elle s'est progressivement développée en une plateforme. Ensuite, elle a encore évolué. J'ai compris que ce qu'il y a de plus intéressant, disons, ce qui est potentiellement le plus rentable, ce sont quand même les grandes entreprises, parce que les parts les plus juteuses, ce sont les plus grosses. Quoi qu'on en dise, pour faire quelque chose de vraiment rentable, il faut quand même de très gros investissements. Ce sont de grandes entreprises, des technologies solides, et ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons changé de direction, en décidant de ne pas faire une grande boutique de détail avec plein de projets différents. Nous choisissons un projet précis, nous concluons un partenariat avec lui, nous créons une entreprise et nous finançons de manière ciblée. C'est-à-dire qu'au lieu de plusieurs petits, on mise tout sur un gros projet. Voilà à peu près comment les choses ont évolué. Aussi bon que soit le café ou aussi qualitative que soit la prestation de montage de pneus, cela reste limité dans ses possibilités. Oui,
Le potentiel varie d'un business à l'autre. Donc, pour résumer, l'idée principale de la plateforme, c'est effectivement de rassembler les gens et de leur permettre essentiellement d'eux. Oui, regarde, la vraie valeur que crée la plateforme, c'est de donner la possibilité à une personne ordinaire qui gagne 1000 ou 2000 dollars de devenir un véritable investisseur. Faire partie d'un grand et vaste pool d'investisseurs, ce qui est désormais possible aujourd'hui grâce à de nouveaux outils technologiques et innovants qui n'existaient pas il y a 10 ans, surtout en Russie. En Russie, le mot investisseur était à peu près synonyme d'un gros mot. Les banques, Tinkoff et d'autres bons courtiers qui ont commencé à offrir ce service, ainsi que les bourses, ont eu une grande influence là-dessus. Mais à l'époque, ce marché n'existait tout simplement pas. La possibilité pour une personne ordinaire de devenir copropriétaire d'une grande entreprise n'existait pas. C'est-à-dire, dès le tout début et ainsi de suite. Et il y avait des projets qui ne pouvaient pas obtenir d'investissement par la méthode classique. Et c'est justement dans cette niche, pour ainsi dire, que nous sommes arrivés. Pour les personnes qui veulent une grande entreprise et pour les grandes entreprises qui ne peuvent pas obtenir d'investissement par les moyens classiques, parce que les grands investisseurs traditionnels ne risquent pas une bonne vie pour une vie meilleure, alors que les projets sont de type venture, c'est-à-dire des investissements à haut risque. Et un grand nombre de personnes avec de petits tickets peuvent se le permettre, car la charge financière est diluée de manière significative. C'est ainsi que ce secteur s'est formé. Cela concerne la possibilité pour les gens de s'unir afin de faire partie de quelque chose de véritablement grand et d'accéder pleinement à ce qui leur était auparavant inaccessible. En réalité, le crowd investing m'a intéressé dès les débuts de Douyanov et du premier projet qui a été réalisé. Mais en fait, ce n'est que récemment que j'ai vraiment ressenti toute la puissance du crowd investing. Car en s'unissant, les gens, rassemblés autour d'un même objectif, peuvent réaliser absolument n'importe quelle idée, même les projets les plus audacieux, sans la participation de grands. Oui, tu sais, je ne sais pas si on pourra insérer cette séquence il y avait une conférence où il y a eu une présentation sur la question de savoir à qui appartient le capital en Russie, c'est-à-dire qui le détient. Et là, il y avait un pourcentage. Une part assez importante revient aux banques, une autre part aux entrepreneurs, aux détenteurs de gros actifs. Mais en réalité, la plus grande part de l'argent, en pourcentage, se trouve chez les gens ordinaires. La seule différence, c'est que cette part est très largement dispersée et qu'il n'existait tout simplement pas de fil clair reliant un message d'information pertinent à chacun de ces gens. Nous avons décidé de les créer, nous avons choisi d'aller chercher l'argent là où il y en a le plus et de tisser justement ces précieux fils qui nous lient. Ceux à qui personne ne s'adressait, à qui personne n'offrait la possibilité de jouer, au moins de commencer à investir, de s'y intéresser, de comprendre, d'essayer. Parce qu'avant, la plupart des gens pensaient qu'il y avait un expert, quelqu'un qui s'y connaît en investissement, à la banque ou ailleurs, à qui ils pouvaient faire confiance, à qui ils pouvaient poser une question, et il s'occupait de tout. Puis Internet est arrivé. L'informatisation totale et complète aussi, et désormais absolument n'importe qui a facilement accès à la même information que cet expert, qui, lui, y prêtait simplement une attention particulière. Je me souviens, nous étions encore à une conférence organisée par Belgazprom en Biélorussie. C'était en 2013. Le propriétaire de la banque était là, c'est lui qui avait lancé le sujet. À l'époque, c'était la 4e banque de Biélorussie. Il nous avait invités en tant que plateforme et le propriétaire de la banque a dit la chose suivante. Cette informatisation est accessible à tous. Et pourquoi un expert bancaire déciderait-il mieux que toi où placer ton argent, alors que tu as les mêmes informations, peut y consacrer plus de temps et aller plus en profondeur? À l'époque, l'idée de cette banque était « Nous ne pourrons pas arrêter ce mouvement, alors autant le prendre en main nous-mêmes ». C'était en Biélorussie, et ils ont très clairement compris, en tant que banque, que d'une certaine manière,
une plateforme de financement participatif représente une certaine concurrence pour la banque. Les gens déposent de l'argent sur des comptes d'épargne dans les banques, la banque en fait son actif et elle l'investit ensuite à sa guise. Et là, une plateforme arrive et dit « Et si on faisait ça directement ? Vous publiez ici vos projets et les investisseurs potentiels choisiront parmi vous. Ce sera une sorte de bourse de projet. En somme, une liberté totale. » Et dans ce cas, la banque devient beaucoup moins nécessaire. On pourrait penser que les banques rejetteraient tout ça, mais en réalité, c'est l'inverse qui s'est produit. Les banques ont proposé d'organiser ce processus, de se décharger de certaines tâches et de laisser les gens choisir eux-mêmes. Je pense que c'est justement sur cette vague qu'ont commencé à apparaître des outils permettant à n'importe qui d'investir dans une entreprise directement depuis son smartphone. Bien sûr, beaucoup de facteurs se sont alignés, car l'arrivée d'Internet a tout changé, tout comme l'apparition de nouveaux services et moyens de paiement. L'apparition du téléphone, ses applications, ses chats, peut sembler anodin, mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'information circule désormais rapidement, tant de choses impossibles auparavant. Avant, détenir l'information donnait un avantage, mais aujourd'hui, l'avantage n'existe plus, tous sont égaux. Tu as parlé du fait qu'il y avait beaucoup de projets que tu as envisagé de financer. Comment, en général, se passe le processus de sélection des projets ? Je sais que beaucoup de gens s'adressent à vous et que vous avez examiné de nombreux domaines différents. Oui, tu sais comment c'était au début ? Écoute, je ne prenais pas la décision de financer quelqu'un, je décidais qui publier pour qu'il puisse potentiellement être financé. C'était une histoire très longue, ça va être compliqué. Laisse-moi plutôt t'expliquer que, parmi les projets qui étaient publiés, je te jure, parfois je voyais de véritables pépites. Je regardais et je me disais, c'est incroyable, pourquoi ce n'est pas répandu, pourquoi ça n'a pas percé dans le monde ? Et c'est là qu'est née la deuxième base idéologique des projets avec lesquels j'ai personnellement le plus envie de travailler, ceux dans lesquels je vois le plus grand potentiel. À quoi ça ressemble ? Après la chute de l'Union soviétique, il est resté un grand nombre de personnes très talentueuses, des génies, des ingénieurs, des développeurs, qui avaient entre les mains des inventions incroyables. Mais ces gens-là, en dehors du système qui les avait formés, ne comprenaient pas vraiment quoi faire de tout ça. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les réseaux sociaux. Ce sont généralement des adultes, des types sérieux avec leurs équipes. Et eux, comment dire ? Ils n'arrivaient pas à transformer cette invention, ou plutôt ce développement, en un produit et à en faire un business. Parce que ces gens... Là, je vais donner une métaphore. Tu es champion olympique, on t'a dit, voilà, tu vis ici, on te donne à manger, on couvre tous tes besoins. Il te suffit juste d'être le meilleur en course. Tu fais que courir, courir, et tu cours. Tu cours, tu as consacré toute ta vie à ça, tu es devenu le meilleur du monde, et puis, d'un coup, le comité olympique s'effondre. Et toi, tu continues à courir mieux que tout le monde, mais tu ne sais pas travailler, tu ne sais rien faire d'autre, tu n'as pas de logement, tu as fait ce pourquoi tu es né. Et le système qui rendait tout ça possible a disparu, et ces gens sont restés à courir comme des hamsters. Mais qui va leur payer le billet, les compétitions, les forums ? Il y avait comme une déconnexion avec la réalité, avec quelque chose de magnifique. Même si ça lui plaît, et qu'il sait que tout le monde aime ça, il n'a aucune expérience pour organiser tout ça. Et c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Créer un produit, le commercialiser, le lancer. Car il y a le produit, le développeur l'a fait, il faut le produire en série, il faut quelques milliards, et lui il est là. Développer un produit, trouver quelques milliards, ce sont des tâches complètement différentes. Embaucher des gens, trouver où tout ça va se faire, etc. En conséquence, j'ai compris qu'il restait en Union soviétique un grand nombre de personnes comme ça. J'ai commencé à les chercher, je demandais d'où ils venaient, à travers des émissions télé, des livres, des instituts, des chaînes YouTube. On se déplaçait, on discutait, on se déplaçait,
on discutait. Et voilà encore un autre problème. Ils sont tous assez âgés, ce sont déjà des personnes âgées, et même avec le projet avec lequel nous avons échangé, ces gens vont tout simplement bientôt disparaître, et avec eux cette technologie disparaîtra aussi. Et à nouveau, j'ai ce sentiment de FOMO. Une grande organisation a travaillé pendant des années sur quelque chose, c'est devenu le meilleur. Tout le pays a travaillé, c'est devenu le meilleur. Simplement parce qu'il n'y a pas eu d'argent, tout cela va disparaître. Pour toujours, ça ne reviendra jamais. J'ai vu des émissions où l'on explique que pour aller sur la Lune ou ailleurs aujourd'hui, il faudrait recommencer. Parce que les technologies sont perdues. Créer une technologie, c'est à nouveau tout recommencer depuis le début, il faut recréer des institutions, investir d'énormes sommes d'argent. Cela prend des dizaines, voire peut-être 100 ans, des sommes incroyables. Et cette personne, hier encore, était capable de le faire. Et j'ai un sentiment d'injustice, une sorte de FOMO, comme si j'avais potentiellement raté quelque chose de bien, une opportunité, et cela m'a vraiment marqué. Alors nous avons commencé à chercher de telles personnes, et c'est ainsi que nous avons commencé à travailler avec Dmitri Alexandrovitch. C'est donc aussi pour les dirigeables. Tout cela vient de ce lien. Je riais toujours. Quand j'étais à l'Institut, j'étudiais les mathématiques pour devenir programmeur, et je ne comprenais pas du tout pourquoi j'en avais besoin. Jusqu'à ce que je commence à faire des travaux qui automatisent des processus, c'est-à-dire qu'en fait, je travaille dans la spécialité que j'ai apprise à l'Institut. Oui, ma spécialité s'appelait support mathématique de l'administration des systèmes d'information, c'est-à-dire automatiser les processus des systèmes d'information et en fait, plus précisément, l'organisation du travail avec les investisseurs et aussi la gestion de ces systèmes. C'est justement l'automatisation complète du processus via un système d'information. Et en fait, c'est exactement ce qu'est le Centre Solar Group, les espaces personnels. C'est un système d'interaction financière directe avec les gens. Quant au fait que les projets soient techniques, je pense que pour la plupart des gars, s'occuper de quelque chose de matériel, de tangible, c'est quelque chose d'inné, c'est par défaut. Écoute, parlons-en pour bien clarifier pourquoi précisément les dirigeables. Parce que cette décision a été prise, je ne sais pas, il y a environ 4 ans, je pense, et elle a été prise dans le cadre du système existant. Si on parle de la création de Solar Group, elle a été fondée à un moment où il n'y avait rien. C'était juste une union de personnes. Ensuite, quand beaucoup de gens se sont rassemblés, quand j'ai compris le potentiel financier, l'ampleur des projets que nous pouvions réaliser, cette envergure a augmenté progressivement. Et un jour, un camarade est venu me voir. J'ai fait la connaissance du concepteur en chef, un académicien qui construisait des dirigeables dans le premier Union soviétique, et il était pour la renaissance de tout cela, pour relancer le projet, etc. J'ai eu peur, c'était trop ambitieux. Construire du matériel aéronautique, fabriquer des moteurs électriques, c'est une chose, mais là, c'était quelque chose d'encore plus grand. Tu te rends compte, construire des avions, genre, allez, faisons un Boeing. Pendant 3 longues années, on en a parlé, on s'est vraiment plongé dedans, il essayait de me convaincre, ça a été un processus très long, je demandais conseil à absolument tout le monde se moquait de moi, ça paraissait totalement absurde, genre, allons-y, construisons un immense pétrolier. Bruxelles ne lâchez pas. Petit à petit, je me suis quand même laissé convaincre que, vraiment, c'est un peu absurde, mais c'est en fait la chose la plus sûre, la plus efficace, la moins chère, la plus logique et la plus extraordinaire qui ait jamais existé, la toute première à avoir conquis le ciel. Ça n'existe plus, alors que tout le monde sait que ça marche. Quelques entreprises s'en occupent, car elles l'ont toujours fait, et quelques start-up essaient de s'y mettre. En Russie, il n'y a rien. Et tout cela s'ajoute à la situation actuelle de l'aviation en Russie, où en fait, ce n'est pas seulement dans l'aviation, mais il y a un vrai chaos partout. Et quand on dit qu'un jour, bientôt, on n'aura même plus de quoi voler, alors qu'il existe une solution simple, bon marché, sûre, accessible,
et que c'est un fait que ça fonctionne. Il y a des gens qui peuvent le faire. Je raconte ça brièvement maintenant, mais il m'a fallu plusieurs années pour comprendre cela, pour prendre la décision que, financièrement, nous pouvions nous le permettre, que technologiquement c'était possible, que du point de vue de l'équipe, elle existe, qu'il y a encore en Russie suffisamment de personnes qui l'ont déjà fait, et il s'est avéré qu'elles existent bien. S'assurer que tous sont d'accord pour s'y remettre, et c'est ainsi que nous avons commencé ce travail. Et ce n'est que lorsque j'ai compris que tout allait bien, qu'il y avait des gens pour le faire, qu'il y avait quelque chose à faire, que tout le monde savait comment le faire, que c'était vraiment nécessaire, rentable et réalisable. Aucun écueil insurmontable, ceux qui existent peuvent être résolus, il y a plein de choses modernes. C'est ainsi que l'idée de lancer un nouveau projet a ressurgi, dans le cadre d'un grand mouvement déjà existant, qui a commencé il y a 10 ans. Et encore une fois, pour moi, l'argument décisif a été la réaction de la communauté à tout cela. Nous sommes environ 1,5 million de personnes. Je compte bien lancer un tel projet, car cette sorte de viralité, on ne peut pas la créer par pur hasard. Bien sûr, il existe des méthodes éprouvées pour créer de la viralité, mais je parle ici à une très grande échelle, si le projet en lui-même ne vaut absolument rien, et parfois, au contraire, la croissance est tout simplement impossible à freiner. Comme une boule de neige petit à petit. Au contraire, il devient même difficile d'arrêter le tournoi. Et puis, il s'est avéré que les dirigeables sont associés au rêve pour beaucoup de gens. Le ciel, c'est quelque chose de spécial. Il y a une certaine part de romantisme, et les dirigeables en particulier sont très présents dans la culture, dans les films, dans les livres. Mais il n'y en a pas. C'est très étrange. Parmi les autres critères, je me suis dit, je vais juste aller sur WordStar, voir combien de personnes. Pourquoi? La requête. Oui, je demande, je vais voir. Il y a environ 80 000 à 140 000 personnes par mois qui cherchent des dirigeables en Russie, en russe, uniquement sur Yandex. Dans le monde, il faut probablement multiplier par 10. C'est généralement ce genre de statistiques. Mais si on cherche des infos sur un avion ou une voiture, c'est clair que les gens veulent acheter une voiture ou un avion. La question, c'est qu'est-ce que ces 100 000 personnes cherchent sur Google à propos des dirigeables? Il y a de l'intérêt, un désir. Oui, en général pour la technologie, la machine, cet objet. Et étant donné qu'il n'y en a pas eu depuis des centaines d'années, on a vraiment l'impression qu'il existe déjà une sorte d'intention collective prête à se manifester. Si le terrain d'information était là, s'il y avait une intention globale. Ça paraît un peu absurde. Tout le monde sait que c'est génial, mais ça n'existe pas. Je pose souvent la question à des gens sur les dirigeables et j'obtiens 2 types de réponses. C'est du passé, oublié, dangereux. Tout le monde a compris que ça ne sert à rien. Et il y a une deuxième catégorie qui pense que c'est une sorte de science-fiction du futur, que ça n'existe que dans les films de science-fiction. Et il faut leur expliquer que c'est tout à fait réel. Je pensais exactement la même chose, la toute première fois, avec un dirigeable. Au tout début, c'est quelqu'un qui m'a vendu cette idée fascinante. Les dirigeables, oui, il en construisait réellement. Cela a pris de très nombreuses années, croyez-moi, pour que cela se concrétise. Mais en même temps, au NIK, et aujourd'hui encore, je suis un fervent partisan, un adepte du fait que c'est vraiment le cas. C'est juste qu'il y a apparemment un grand écart entre le coût de la vérification de cette hypothèse et les moyens des gens ordinaires. Pour savoir si cela va marcher ou non, il faut beaucoup d'argent et encore plusieurs années. Pourtant, il y a bien eu des tentatives. Oui, pour une raison ou une autre, ça marchait pas. Certains y sont arrivés, mais pour une raison ou une autre, ils sont pas allés plus loin. Mais nous, aller voler sur ces dirigeables, voir par nous-mêmes, aller renseigner sur combien ça rapporte, ainsi de suite. Bien sûr, ça, fait nous-mêmes.
Et on en est venu à la conclusion que c'est vraiment génial, que c'est très prometteur et tout à fait réalisable, que c'est vraiment super. Sergueï, comment le projet dirigeable retrouvé dans votre portefeuille c'est quelque chose de grand, de fantastique? Dans le cadre de notre communauté, qui finance d'autres projets, je cherchais d'autres opportunités. J'ai toujours dit qu'on devait chercher encore des projets. Encore, toujours plus. Je cherchais, et on venait sans cesse vers moi. Des personnes totalement différentes, avec des propositions variées, à différents stades de préparation, avec des équipes différentes. Il y avait aussi des escrocs à qui nous donnions de l'argent, et ils disparaissaient aussitôt, juste pour de petites sommes. Et puis, un jour, une personne est venue, quelqu'un qui travaillait sur les dirigeables, il nous a plongé dans ce sujet pendant plusieurs années, et j'observais, parce que j'ai une responsabilité. Il faut proposer quelque chose à l'audience qui s'engage dans ce mouvement, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Nous avons fait ce choix en toute conscience, sérieusement, sans prendre de risques, et nous en sommes venus au dirigeable. J'avais peur de l'ampleur, que ce soit un projet trop énorme, genre on va construire des vaisseaux spatiaux. Quel vaisseau? Mais ensuite, tout s'est mis en place de manière très fluide. Il y avait ceci et cela aussi, donc nous avons présenté ce projet innovant à notre public, et c'est ainsi que ce projet a vu le jour chez nous, avec succès. Quels sont, en général, les critères appliqués aux projets ou aux personnes qui se présentent et sont examinées pour une aide au financement? Oui, tu vois, il y a beaucoup d'initiatives et elles sont différentes. Elles ont des caractéristiques variées, dont l'une des principales est le potentiel et la rentabilité, l'autre concerne leur fondement. Sur quoi repose cette rentabilité? Tout le monde sait qu'il existe des domaines où les profits sont énormes, mais qui ne sont pas très écologiques. J'ai compris que pour notre public, il faut quelque chose d'universel. Puisque l'entreprise est internationale, nous avons des gens de toutes les cultures, de toutes les langues, et ces entreprises doivent répondre aux besoins de personnes plus simples. Elles doivent donc être d'une certaine manière universelles. Il doit s'agir de quelque chose de scientifique, de certaines innovations, de technologies qui résolvent des problèmes absolument universels, présents partout dans le monde. En général, ce sont des technologies qui ont un impact positif sur le monde, qui réduisent les émissions, qui diminuent la consommation d'énergie, ce qu'on appelle les technologies vertes, c'est d'ailleurs une tendance globale. Mais quand tu travailles avec beaucoup de gens, tu te rends compte qu'ils réagissent à ce qui les concerne personnellement. Ils ont précisément ce problème-là. Et si l'on prend le projet moteur de Duyunov, ce sont tout simplement des moteurs très économes en énergie, c'est-à-dire qu'ils peuvent considérablement réduire la consommation de ces sources d'énergie que l'on brûle pour produire de l'électricité. Une fois qu'ils sont mis en place, ils sont plus efficaces, moins chers, plus légers, nécessitent moins de matériaux, et ainsi de suite. Donc oui, il s'agit bien évidemment de profit, mais il s'agit aussi de la manière dont ce profit est concrètement généré. Chez nous, principalement, je le répète, c'est ce qui est universel dans le monde entier, ce que font, comme on le dit souvent, ces fameuses technologies vertes, rendre le monde meilleur en réalité. Mais apparemment, cela fonctionne ainsi à cause de son universalité, parce que chez nous, la façon de lever des fonds, ce sont les gens ordinaires, et les gens ordinaires ont généralement de bonnes intentions, et ils se disent « je vais soutenir quelque chose qui fait le bien ». Rendre le monde meilleur, c'est bien, plutôt que d'aller contre ma conscience, du genre « brûlons ces forêts et vendons-les ». Ou alors « vendons-les et disons qu'elles ont brûlé ». Tu vois, c'est aussi une question de profit là-bas. Des profits éthiques. Oui, je pense que beaucoup de gens à travers le monde ont nettoyé des forêts brûlées. C'est-à-dire, ce sont des technologies vertes qui ont un impact positif sur le monde, ce sont des technologies, et aussi quelque chose d'unique, quelque chose que d'autres ne vont pas faire et ne pourront pas reproduire demain. Ce sont des choses assez complexes. Encore une fois, cela protège du risque que,
si tu lances quelque chose demain, quelqu'un d'autre le fasse aussi et que ton business parte en vrille. Il faut aussi une équipe déjà formée, capable de mettre ça en œuvre, qui a déjà parcouru un certain chemin ensemble, soudé, etc. Sergueï, comment calcule-t-on globalement la rentabilité économique d'un projet ou d'un autre? Y a-t-il une équipe dédiée ou bien une analyse globale est-elle menée? En général, quelqu'un vient et fait une proposition. Il y a un projet sur lequel on peut gagner tant d'argent grâce à ceci ou cela. Et il expose ses idées, ses hypothèses, tout est minutieusement détaillé, avec des business plans solides à l'appui, et bien plus encore. Nous vérifions attentivement tout cela, nous examinons chaque aspect, et c'est souvent la même histoire qui se répète, notamment en ce qui concerne les dirigeables. Il existe un marché des aéronefs. Sur ce marché, on trouve différents types d'appareils, privés ou commerciaux, qui volent sur telle distance, avec telle capacité de charge, et il y a une demande pour le transport sur ces distances, avec ce type de cargaison. À telle vitesse, à certains prix. Il y a un prix, ce marché représente telle somme d'argent. Sur ce marché, il y a tels acteurs, entreprises, technologies, qui couvrent ce secteur. Il existe aussi des besoins ici et là, mais ceux-ci ne peuvent pas y répondre pour telle raison, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, et ceux-là ne peuvent pas non plus pour telle autre raison. Si nous fabriquons une machine qui répond à cette demande pressante, il y a un tel besoin, il n'existe pas de solutions actuelles véritablement adaptées. Si nous fabriquons des dirigeables, ils coûteront à peu près tant, ils rapporteront à peu près tant, si l'on voit les choses en très grand, avec une vision d'ensemble. Et tu vois, là, ce sont des chiffres absolument fantastiques, sans parler du fait que cela comporte plein de particularités en termes d'exploitation, qu'il te faut aménager des pistes d'atterrissage, une énorme capacité de charge potentielle, et ainsi de suite. Et tu acceptes simplement cela. Tu vérifies, tu es soit d'accord, soit pas d'accord. Ensuite, cela se vérifie petit à petit. Voilà comment on calcule la rentabilité potentielle de tout ça. Et il y avait, dans la meilleure des conclusions, que les dirigeables. Oui, avec les dirigeables, c'est carrément de la science-fiction. Comme je disais, l'exemple le plus simple. Quand on est allé en Allemagne voler en dirigeable, c'est juste un exemple parlant. En Allemagne, la société Epline possède 3 appareils. Ce sont des dirigeables de 14 places pour passagers. Parmi eux, 2 volent en permanence, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en service. Ce sont des vols touristiques et ils proposent des balades de 30 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie au-dessus des lacs, des montagnes, à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne. Je dis, allons-y, on va faire un tour en dirigeable. Les billets coûtent, il me semble, de 4 cents à 900 €. Ils sont tous vendus pour les 6 prochains mois. Finalement, nous avons réussi à acheter des billets. Ensuite, Pacha dit « Je veux venir avec vous, achetons encore un billet ». Mais en 6 mois, il n'y a pas eu un seul billet de disponible. Vous pouvez tout simplement calculer combien d'argent ils gagnent. Il y a des statistiques officielles sur leurs revenus. Avec ces 2 dirigeables, ils gagnent 150 millions de dollars par an, avec seulement 2 dirigeables de 14 places chacun. L'économie est considérée comme très simple, et là, il ne s'agit que du transport de passagers. Évidemment, c'est l'Allemagne, la proximité avec la Suisse, et bien sûr, c'est l'euro, pas le rouble. Il est tout à fait clair combien il en coûte de produire ce dirigeable, de l'entretenir et de l'exploiter, et combien il rapporte, tout simplement, alors que ce n'est qu'un seul et unique secteur, en plus un secteur de divertissement pur, donc ce n'est absolument pas indispensable, c'est juste pour satisfaire un besoin de plaisir et de détente. Mais il y a énormément de situations dans le monde actuel où il est absolument nécessaire de faire quelque chose et où c'est impossible autrement qu'avec un dirigeable. Surtout chez nous, en Russie. Oui, quand on parle du plus grand pays du monde en superficie. Beaucoup de gens n'y pensent pas, mais si l'on regarde la carte, on peut voir où, en Russie, il y a de la vie, de la civilisation. À mon avis, cela représente moins de 40%,
60% du territoire ont déjà été habités autrefois. Mais aujourd'hui, ces zones ne sont pas développées, pas peuplées, il n'y a pas d'accès physique. Si l'on parle de l'offre que Solar Group propose actuellement sur le marché mondial, il faut bien comprendre la chose suivante. Nous travaillons en effet dans le monde entier, c'est-à-dire que la grande majorité de nos investissements proviennent de différents pays, notamment d'Afrique, d'Asie, à l'exception notable de l'Amérique, et ils arrivent ensuite en Russie. Et en Russie, quelque chose est en train d'être construit, quelque chose de génial, quelque chose de grand, c'est-à-dire que tout est disponible dans toutes les langues, avec la possibilité de payer depuis n'importe quel pays et de recevoir des paiements dans n'importe quel pays. Nous avons donc mis en place ce système informatique sérieux et performant, adapté à tout le monde, un peu comme une boutique en ligne où l'on peut aussi gagner de l'argent. Un bon service, une traduction dans toutes les langues, une information constante, un travail public permanent. Nous sommes un peu comme une série sur Netflix qui raconte en permanence ce qui se passe, comment ça avance, en direct. C'est précisément pourquoi je ne connais pas de telle plateforme, de produits ou de société de marketing ou quoi que ce soit d'autre qui soit aussi véritablement universel et facilement accessible à n'importe qui, et cela dans différents rôles. Ça va de « je vais juste regarder ce qui se passe là-bas » à « bon, je vais investir une petite somme, disons $50, jusqu'à « d'accord, je vais aider à attirer du monde ». Oui, absolument. Ensuite, je vais devenir un partisan actif et engagé, un participant à part entière, et certains viennent même travailler directement avec nous dans les entreprises, donc c'est vraiment un système moderne, socialement responsable et financièrement viable. C'est-à-dire qu'on fait les choses ensemble, un grand projet, en toute transparence. Tout le monde peut venir, voir comment c'est organisé, aider comme il peut, observer, etc. C'est partout dans le monde, dans toutes les langues, avec l'infrastructure technique. Concernant le fait qu'il existe de nombreux projets différents sur Internet, et sûrement, enfin pas sûrement mais beaucoup d'entre eux ont malheureusement été des arnaques, et il y a certainement eu des attaques virulentes de la part de certains à terre, comment avez-vous dû gérer tout cela, toutes ces situations délicates et ces critiques parfois injustes? Oui, écoutez, bien sûr que tout cela est arrivé, ça existe encore, parce qu'en fait l'investissement, ce n'est pas un domaine où tu es garanti de gagner de l'argent. Et la frontière est très mince entre une personne qui a l'intention de gagner de l'argent, mais qui n'a pas réussi et dont les investisseurs n'ont pas gagné, et la différence avec une personne qui, dès le début, a créé un projet voué à l'échec, a dépensé l'argent des investisseurs de façon déraisonnable, en volant, et n'avait pas l'intention de le réaliser, et là aussi les investisseurs n'ont rien reçu. Le résultat est le même, mais il y a une nuance. En conséquence, nous travaillons depuis plus de 10 ans. On ne nous a pas tellement comparés à d'autres parce qu'il y avait beaucoup de projets qui faisaient quelque chose de similaire, etc. Je ne sais pas qui a réussi ou non, mais la plupart n'y sont pas arrivés. Il est très difficile de distinguer l'un de l'autre. Et étant donné que les délais s'allongent, que les montants changent, que beaucoup de choses évoluent, on peut dire que vous êtes pareil. Et c'est tout à fait normal. La question, c'est l'intention. Pouvons-nous réussir avec lui? Bien sûr, c'est possible. Comme dans n'importe quel domaine, ça peut ne pas marcher. J'ai discuté avec un business angel, il avait décidé de se lancer sérieusement dans l'investissement. Et il disait, bon, dans quoi investir? Le plus sûr, c'est sans doute l'immobilier. Oui, c'est vrai. Et où est-ce qu'il y a la meilleure législation? Probablement aux États-Unis. Donc il faut investir aux États-Unis dans l'immobilier. Et en plus, c'est fiable. Tout est réglementé. D'immobilier, d'investissement. Donc les États-Unis, l'immobilier, une société officielle, un grand fonds. Au final, il y a beaucoup de garanties, mais la rentabilité sera réduite. Il dit, moi, je veux juste préserver mon capital. De façon stable. Oui, il a investi là-bas. Il n'y a plus d'argent. 2008, je crois,
Non, la crise des subprimes. Oui, je me souviens plus exactement de quelle période il parlait, mais il disait « Voilà ma logique, je veux juste préserver l'Amérique, les garanties, l'immobilier, et au final il ne reste rien. » Et depuis ce moment-là, j'ai compris que j'allais investir là où mon cœur me porte, il n'y a plus aucun autre critère, parce qu'on peut tout perdre même dans ce qui semble le plus sûr, avec toutes les garanties. Et dans notre cas, on se fait des illusions, on croit que tout va forcément marcher pour nous. Chez nous, il est écrit que c'est un projet de capital risque, un projet risqué, une start-up, que ce n'est pas un prêt garanti par une caution où vous récupérez 100% de votre argent. Et je comprends bien pour moi-même que ça peut ne pas marcher. D'accord, mais je fais tout pour que ça marche. Nous faisons tout de manière transparente, et ainsi de suite. En plus, chez nous, les gens qui investissent en plusieurs fois suivent ce qui se passe, ils peuvent à tout moment arrêter et dire qu'il y a un truc qui cloche chez nous. Ils ne sont pas obligés de continuer et peuvent dire « J'avais prévu de vous donner 1000 $, mais j'ai regardé. Voilà, je vous ai donné 50 $. J'ai regardé, vous ne vous comportez pas bien. Vous ne respectez pas le rythme, le volume d'investissement n'est pas suffisant. Je n'ai pas envie, je me limite au risque que j'ai accepté. » C'est pourquoi je pense que c'est beaucoup plus honnête. C'est bien plus transparent. En réalité, c'est plus avantageux pour l'investisseur parce que l'entreprise lui permet de verrouiller les conditions. Il est clair que tous ces mécanismes sont intégrés chez nous, mais l'essentiel, c'est que nous sommes honnêtes dans notre façon d'interagir avec le monde. Nous créons une entreprise, elle peut rapporter beaucoup d'argent, nous allons faire ceci, cela, et cela avec ces personnes, dans ces délais, avec ces budgets. Il se peut que ça marche ici. Au fait, comment choisissez-vous ou fixez-vous les délais pour la réalisation de tel ou tel projet? Encore une fois, quand il y a un initiateur de projet, cette personne nous explique. En fait, il négocie avec nous comme avec un investisseur collectif dès le départ. C'est-à-dire qu'il nous explique, nous montre, présente leur projet, nous vérifions tout cela, etc. Il est évident que la réalité apporte des ajustements. Il me semble que tout le monde l'a déjà compris. Néanmoins, des délais sont fixés et tout le monde s'efforce de les respecter. Et si l'on parle précisément du projet dirigeable de nouvelle génération, existe-t-il déjà des accords préliminaires avec des clients? Sait-on où cela sera vendu ou quels services? Quelles entreprises utiliseront ces appareils? Oui, il y en a, mais il faut rappeler que cela ne fait qu'1 an que nous avons créé l'entreprise. C'est-à-dire que nous avons simplement annoncé officiellement qu'il y aurait une société qui s'occuperait de ce projet. Nous avons défini les types et les tailles des appareils que nous allons fabriquer. C'est-à-dire, d'abord, il s'agira de machines pilotées et de drones. Ensuite, appareils de petite et moyenne taille, rigides, semi-rigides et souples. Nous avons également déterminé à quoi ils serviront. Communication, surveillance, transport de passagers, transport mixte, uniquement fret, piloté ou autonome. Tu n'as même pas encore le produit, mais tu peux déjà en publier les caractéristiques et les intéressés viendront. C'est ce que nous avons fait. Nous n'avions pas encore de machines fabriquées, nous avons annoncé que nous allions en produire et que ceux que cela intéressait pouvaient venir. Des entreprises ont commencé à venir nous et demander des précisions. Ils disaient « Vous comptiez faire un modèle de 2 tonnes, mais si vous en faites un de 3 tonnes, nous en aurions besoin d'autant. Et nous, fabriquer 2 ou 3 tonnes, c'est pareil. La différence n'est pas énorme. Nous avons recueilli les retours du marché pour savoir ce dont chacun avait besoin. Différentes entreprises ont commencé à venir vers nous, privées aux grandes entreprises publiques. Bien sûr, le secteur pétrolier. Ils disent qu'ils ont besoin de transporter des charges pour l'industrie pétrolière là où il n'y a pas de route. C'est-à-dire qu'on installe une plateforme là-bas, et ensuite il n'y a plus moyen d'y accéder si tout a été inondé. Tu perds 6 mois. Et là, tu attends, tu perds 6 mois. Par exemple,
Il faut surveiller tout un tas de lignes d'infrastructure, en commençant par les lignes électriques et en finissant si on parle du secteur pétrolier. Pour les entreprises privées, ce sont les logisticiens, surtout les dirigeables, parce qu'ils peuvent transporter de l'endroit de production à l'endroit d'utilisation sans transbordement. Oui, c'est super important. Ils peuvent se déplacer là où il n'y a pas de route, là où aucune autorisation n'est nécessaire. Et du monde entier, de différents pays, y compris de Russie, on a commencé à recevoir ce genre de propositions concrètes. Je dis à certains que tout a commencé quand on a présenté le Nova 01, on a commencé à recevoir des commandes publicitaires. Et si on s'en servait aussi pour la pub et pour livrer de petits colis, on a reçu des commandes concrètes de compagnies pétrolières, on travaille avec elles. Et l'année prochaine, je vous le dis, vous verrez, les gens, le buzz va commencer à la télé. C'est directement lié au client, à ses intérêts, etc. C'est étape par étape, et ça commence à bouillonner. Donc oui, il y a des commandes, mais pour bien comprendre, une commande, ce n'est pas quand on a déjà livré la voiture. C'est quand on nous dit « faites-nous tel ou tel modèle, s'il vous plaît », et alors on les fabrique tous et les achète. Personnellement, je comprends bien qu'à notre époque, et dans le crowd-investing en général, parler de garantie serait un peu hypocrite. Mais est-ce que, malgré tout, les entreprises offrent certains types de garanties à leurs participants, partenaires ou investisseurs? C'est ainsi que nous procédons pour tout. Nous enregistrons le montant d'argent que nous vous attribuons dans le cadre de ce contrat. Tout cela est consigné à la fois dans le système informatique et sur papier chez vous. La garantie, c'est que nous créons un super produit, demandé par le marché, qui possède les caractéristiques requises. Je verrai plutôt les choses comme ça, parce qu'il y a une blague à ce sujet. Un homme d'affaires va voir son avocat et lui dit « Écoute, j'ai une affaire en cours, ils ont préparé les documents, vérifie s'ils n'essaient pas de nous arnaquer. » Et l'avocat lui répond « Tu sais, là où ils essaient de nous arnaquer, les documents sont toujours en ordre. Quel document pourrait potentiellement t'aider si quelqu'un a décidé de t'arnaquer ou de te faire subir une arnaque? Voilà, tu as mis de l'argent à la banque a fermé, tu avais même des garanties de l'État, mais que faire si ce n'est pas un accident? Et nous, dès le départ, on dit qu'on est un projet de capital risque, il se peut qu'on n'y arrive pas, comment on travaille, venez discuter avec ces personnes. Moi, je prêterai davantage attention aux intentions des gens, aux capacités de l'équipe à réaliser le projet, au bon sens, à l'idée même, ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. En plus, aujourd'hui, Solar Group a déjà derrière elle un projet pratiquement réalisé. Ce n'est pas une activité qui commence de zéro, il y a déjà un projet quasiment prêt, on voit un résultat concret qui ne se limite pas à du papier. Oui, dans tout investissement, il y a différents risques. Il y a le risque d'une simple escroquerie, des risques techniques, le risque d'une mauvaise idée, des risques externes. Il y a des risques dans absolument tout projet d'investissement. Oui, la question c'est de savoir quel est le parcours, comment ils ont surmonté les difficultés et d'autres choses encore. C'est pourquoi on peut regarder les activités précédentes. Sergueï, peut-on distinguer une caractéristique principale dans l'établissement de relations de confiance avec les clients, avec les partenaires qui participent au projet? Probablement le fait que nous travaillons depuis 10 ans sans jamais manquer à nos engagements envers nos partenaires, tout fonctionne. Probablement le fait que nous sommes totalement transparents, aussi bien avec nos partenaires qu'avec les investisseurs, et même avec le monde extérieur, puisque nous filmons tout ce qui se passe et publions régulièrement des actualités. Nous organisons régulièrement des conférences où nous invitons les gens à voir ce que nous avons accompli. Nous sommes physiquement accessibles, notre bureau est ouvert, les vols sont accessibles. Nous ne nous cachons pas, nous ne disons pas on reviendra dans 1 an pour vous raconter, et je considère que c'est un grand avantage. Sergueï, pourrais-tu partager comment l'entreprise a surmonté les défis, comme le Covid par exemple? Beaucoup d'entreprises ont été ébranlées, pas seulement celles du crowd-investing, mais aussi celles qui travaillaient, gagnaient de l'argent et étaient importantes.
Comment l'entreprise a-t-elle traversé cette période? Je pense, oui, que la plus grande épreuve a été le Covid, qui a ensuite été suivi par l'opération militaire spéciale. Beaucoup d'entreprises, des amis entrepreneurs, ont vraiment connu une fin très triste. D'une certaine manière, nous avons eu de la chance. Dès le début, nous travaillions tous en ligne. Toute notre organisation reposait sur une infrastructure informatique et en plus, nous étions déjà actifs dans le monde entier. Et le fait que les gens devaient rester chez eux ne nous empêchait pas de travailler. Premièrement, le fait qu'il y ait eu des difficultés significatives en Russie n'était absolument pas critique, car dans le reste du monde, tout continuait de fonctionner comme avant, sans aucun problème majeur. Ensuite, à quoi cela a-t-il mené? À l'époque, nous étions en pleine phase de construction, le prix du métal a triplé, notre bâtiment à ossature métallique. Cela a entraîné une augmentation des coûts. Nous l'avons simplement expliqué et montré aux investisseurs. Les investisseurs l'ont bien compris. Nous avions prévu les choses ainsi, mais vous voyez bien ce qui se passe. Ce sont des faits objectifs. Quelles options avons-nous? Soit on se sépare, soit on accepte la réalité et on augmente le budget pour cela. C'est ainsi que tout cela a été surmonté. Mais oui, il nous manquait vraiment tous nos événements que nous organisions habituellement en présentiel, alors nous sommes passés à tout faire entièrement en ligne. Donc, dans l'ensemble, nous étions déjà dans un environnement d'information, c'est-à-dire pas sur le terrain où tout était complètement bloqué, mais plutôt sur Internet. En fait, donc on peut dire qu'on a eu de la chance aussi, vraiment, dans cette situation effectivement. Tu as mentionné à plusieurs reprises que des personnes de différents pays soutiennent les projets. Peux-tu en dire plus? Quels pays participent? Combien sont-ils? On peut même sortir des statistiques précises. Nous avons environ 190 pays d'où viennent nos investisseurs et une trentaine de pays où nous avons des représentants nationaux. Cela inclut l'Afrique, l'Asie et l'Europe, même si l'Europe est moins présente en ce moment. On peut aussi montrer les statistiques directement. Nous avons mis en place un système de représentation nationale, des personnes travaillent activement et régulièrement. La question « Comment sont-ils apparus ?» À un moment donné, c'était une vraie énigme pour moi. Nous avions un site en russe, et pourtant, le deuxième pays en termes de montant d'investissement, c'était le Vietnam. Je me disais, je vais avoir le temps, mais où allez-vous donc? Il semble que les gens cherchaient simplement des informations sur les technologies et traduisaient nos sites. Comment s'est déroulé notre développement? Nous avons commencé en Russie à travailler, puis, tout à coup, je remarque que l'argent commence à arriver, que des investisseurs apparaissent dans un pays. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Donc, nous allons dans ce pays, nous traduisons le site dans ces langues, nous nommons parmi ces mêmes personnes qui nous ont contactés d'elles-mêmes, quelqu'un comme représentant, et ils commencent à mener un travail actif. Et c'est comme ça que ça a démarré pour nous. Et la dernière fois où j'y suis allé personnellement, c'était en Afrique. C'est incroyable. Des gens d'une autre culture, parlant d'autres langues, et pourtant notre idée leur a parlé. J'ai rencontré des gens incroyables. J'avais une certaine image de l'Afrique. Tu sais, un peu comme la plupart du monde se fait une idée de la Russie, où l'on pense qu'ici on chasse à dos d'ours. Je pensais que l'Afrique n'était pas sûre, que l'Afrique allait donner du fil à retordre aux pays européens, et puis il y a cette Afrique du Sud vraiment incroyable. Du coup, l'idée, au tout début, c'est un peu comme une petite graine d'arbre que l'on sème quelque part par pur hasard, puis elle germe tranquillement là-bas, et on commence alors à l'arroser avec soin. Et c'est ainsi que nous sommes apparus dans de nombreux pays du monde, et là-bas, ils se développent. Les représentants nationaux travaillent, élargissent leurs activités. Nous travaillons aussi bien en Amérique latine qu'en Europe, en Asie et en Australie. Même si en ce moment il n'y a pas non plus d'Australie, ils n'aiment pas trop la Russie à une certaine époque. D'ailleurs, à ton avis personnel, qu'est-ce qui vous permet de rassembler autant de personnes de différents pays, de les unir autour d'un grand objectif commun?
Je pense justement que c'est l'universalité de cette idée de rassembler les gens. Tu sais, il y a des choses instinctives. Tout seul, tu es faible, mais ensemble, tu es plus fort. Je dis que l'idée même de l'union, c'est génial. Deuxièmement, autour de quoi nous rassemblons-nous? Autour d'un objectif bienveillant, positif, ambitieux, créatif. Il y a aussi le fait de gagner de l'argent. Et franchement, c'est très bien. Je ne vais pas me rassembler autour de quelque chose qui me rendrait plus pauvre. C'est absurde. Oui, s'unir autour de quelque chose qui peut apporter un bénéfice, oui, mais ce qui apporte un bénéfice, c'est en soi très intéressant, c'est-à-dire que cela procure un plaisir incroyable de pouvoir influencer quelque chose à des niveaux, cela peut devenir le meilleur au monde et toute ta vie. J'y ai contribué, c'est-à-dire oui, et je pense que l'universalité de l'idée de rassemblement et cette intensité, ce autour de quoi on se rassemble, c'est tout simplement universel. Ça fonctionne aussi bien pour l'Afrique que pour l'Asie, l'Europe, la Russie, et pour n'importe quoi, que ce soit dans un produit ou dans des idées. Ce qui est remarquable dans ce que tu dis, c'est que les gens trouvent ça eux-mêmes et s'impliquent d'eux-mêmes dans ce mouvement. Oui, 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 à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc où on arrive, on passe des vidéos sur les chaînes nationales, et quelqu'un apparaît. Non, les gens nous trouvent dans d'autres langues. D'ailleurs, tu sais, je voudrais aussi souligner que, quand je vais à des conférences, je vois vraiment que c'est l'image des ingénieurs soviétiques, l'image des développeurs soviétiques dans le monde. C'est-à-dire que, quand tu dis que tu viens de Russie, ou que le projet vient de Russie, les réactions sont très différentes. La première fois, j'ai été incroyablement impressionné par la réaction des Vietnamiens. C'est-à-dire que le Vietnam adore la Russie, les gens de Russie, l'Union soviétique. Du moins, une partie de la population. En fait, la Russie, du point de vue de l'ingénierie, enfin, pas la Russie actuelle, mais plutôt l'ancienne Union soviétique, a considérablement aidé de très nombreux pays à travers le monde. Et l'image de la Russie comme ingénieur soviétique, comme une sorte d'histoire technologique soviétique, c'est quelque chose que les gens gardent vraiment en tête. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est qu'en Afrique aussi, il y a une attitude très bienveillante, très chaleureuse envers les Russes, et alors envers les ingénieurs russes, c'est encore plus fort, ils les respectent énormément, vraiment beaucoup. C'est précisément le fruit de nombreuses années d'interaction réputationnelle entre les pays. Pourrais-tu partager ton expérience personnelle dans le domaine des investissements, peut-être en ce qui concerne certains produits ou instruments que tu utilises toi-même? Je suis très lié aux investissements. Cela fait longtemps que je m'y consacre. Il va de soi que je suis investisseur dans tous mes projets, partout où j'organise la levée de fonds. Bien sûr, j'y investis aussi moi-même. En plus de cela, une règle simple d'investissement. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Nous avons un projet réduit, les mêmes types d'investissements ailleurs. C'est une histoire d'investissement tout à fait classique. J'ai un conseiller en investissement, j'utilise plusieurs instruments, différentes entreprises dans différents pays, des comptes de courtage, des actions. C'est vraiment un ensemble tout à fait classique d'outils variés, sur différentes durées, avec des rendements et des garanties différents. Mais encore une fois, cela ne me prend ni temps ni attention. J'ai une personne qui s'en occupe pour moi. Quelques règles de base. Oui. Une partie des revenus, selon les risques. Oui. Rien de surnaturel là-dedans. Sergueï, qu'est-ce qui t'inspire personnellement à faire ce métier, à te lever le matin? Qu'est-ce qui te motive en général? Eh bien, qu'est-ce qu'un homme dans la force de l'âge devrait faire d'autre? Pour être honnête, je ne sais même pas. Il y a une activité incroyablement belle que j'aime faire. Il y a des personnes envers qui j'ai une grande responsabilité. Je comprends que j'ai des enfants, que je dois absolument subvenir aux besoins essentiels de ma famille, que je dois accomplir quelque chose de significatif.
quelque chose de vraiment génial, de grand et d'important, tant que j'en ai encore la force physique, tant que j'en ai profondément envie. Il me semble que c'est un processus tout à fait naturel et inhérent pour une personne capable et déterminée d'essayer de faire quelque chose de bien, de grand, dans la mesure de ses propres possibilités. Il me semble que c'est aussi pareil pour tout le monde, en fait. Je pense que si chacun avait de telles motivations, notre monde changerait vraiment pour le mieux. Vers quoi vises-tu précisément à long terme? Où aimerais-tu finalement et concrètement arriver? J'ai déjà noté très précisément ces objectifs personnels. J'aimerais vraiment créer une entreprise internationale de grande envergure qui aiderait à réaliser une centaine de projets significatifs, comme par exemple dirigeables. C'est-à-dire que je ne me vois pas forcément aller dans l'aéronautique ou dans quelque autre domaine de précis. Je vois plutôt ma mission principale dans l'organisation efficace, le rassemblement harmonieux des gens, la recherche active de talents exceptionnels, de produits innovants et de projets véritablement intéressants, et dans la fusion dynamique du potentiel unique des personnes avec celui d'un produit ou d'une solution, de façon systématique et structurée, afin d'aider un très grand nombre d'entreprises technologiques à pleinement se réaliser et à prospérer. De grands projets qui génèrent des revenus importants et substantiels, qui assurent une vie confortable et prospère aux investisseurs qui les ont soutenus. Cela incite d'autres investisseurs potentiels à aider ces projets pour que ce système prenne vie, qu'il crée quelque chose de très audacieux, de grand, d'exceptionnel, qu'il rassemble un grand nombre de personnes à travers le monde entier et qu'il réponde pleinement à leurs attentes. Voilà le plan. Il ne reste donc plus que 97 entreprises. En dehors des projets existants, y a-t-il des domaines spécifiques dans notre pays où tu vois le plus grand potentiel et les meilleures perspectives pour un développement futur significatif et durable? Eh bien, j'ai déjà répondu à cette question ici dans le podcast. C'est à 100% l'intelligence artificielle, c'est du béton armé. La question, c'est que je ne comprends pas encore vraiment comment m'y prendre. Je ne me suis pas encore vraiment plongé dedans, parce que j'ai déjà choisi ma direction actuelle et je vais clairement y consacrer encore quelques années, mais l'intelligence artificielle, c'est comme l'apparition de l'électricité, en tant que technologie, l'arrivée de l'intelligence artificielle va transformer le monde au point de le rendre méconnaissable. Et je pense que ce sera dans le bon sens. Je pense qu'en ce moment, toutes les entreprises sont plus ou moins à égalité. Tout le monde en est au tout début, et c'est la plus grande opportunité qui existe aujourd'hui, qui va transformer tous les domaines. Elle va transformer tous les domaines, absolument tous. On pourrait en parler sans jamais s'arrêter, car le sujet est d'une richesse et d'une complexité qui invitent à une exploration continue. C'est juste que le seuil d'entrée là-dedans, même pour quelque chose de fondamentalement sérieux, est assez élevé. Il y a des spécialistes reconnus et même de très gros acteurs qui s'y engagent activement et avec une détermination certaine. Mais c'est ça qui est le plus génial. Sergueï, quels conseils pourrais-tu donner aux investisseurs ou partenaires potentiels ou à ceux qui débutent, qui commencent tout juste à découvrir la plateforme, à étudier les documents et à s'immerger dans l'activité menée par l'entreprise? Eh bien, je conseillerais de bien approfondir plus en détail tout ce qui concerne notre entreprise et son fonctionnement. Pas de manière superficielle, mais vraiment en profondeur et en comprenant bien les choses, et ce n'est qu'alors qu'il faut prendre des décisions. Parce qu'en 10 courtes années, tellement de choses absolument nouvelles et complexes ont été créées qu'on ne peut pas tout comprendre rapidement. Ce n'est pas toujours évident à saisir. C'est sans aucun doute l'essentiel. Il faut vraiment aborder cela très sérieusement et avec une profonde réflexion, car c'est un phénomène d'une grande envergure, un mouvement social et économique considérable, et une mauvaise compréhension de ces enjeux pourrait simplement vous priver des opportunités précieuses qui s'ouvrent potentiellement à vous dans ce monde en constante évolution. Sergueï, si tu avais la possibilité d'exprimer en une phrase ou en une idée clé la valeur fondamentale de l'entreprise ou de l'activité que tu as lancée,
quelle serait-elle? Eh bien, c'est que, ensemble, nous sommes une force, sans doute, voilà. Oui, on ne pourrait sans doute pas mieux dire. Sur ce, nous allons conclure. Je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps d'être venu chez nous. J'espère qu'on se reverra. Invitez-moi dans le bureau d'Axe en grave côté. Merci à toi, merci à vous, les amis, d'avoir regardé notre épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à réagir, à poser vos questions. Dites-nous aussi de quoi on pourrait encore discuter et on se retrouvera sans doute dans les prochains épisodes.